Classide, c'est une association de cinéastes qui se sont associés pour défendre les films au moment de leur distribution et de leur diffusion face à l'inégalité, on va dire, de la distribution des films, puisqu'il y a des films qui bénéficient d'un énorme budget de distribution, de beaucoup de salles, alors que d'autres, par contre, n'ont pas beaucoup de budget de distribution, pas de promotion, pas d'affiches, et très très peu de salles. En fait, les cinéastes se sont associés pour essayer de faire en sorte que les films circulent plus dans les salles en France. Donc, ça fait déjà à peu près plus de 30 ans qu'on existe, je crois. Je crois que c'est 92 Ouais. Ouais, c'est ça. la date de la création. Et en fait, donc c'est à la fois les cinéastes choisissent des films qui vont soutenir dans les salles de façon en rentrant en contact avec les exploitants pour leur faire connaître ces films, faire en sorte qu'ils soient montrés. On les accompagne avec des débats. Enfin, il y a toute une circulation qui est organisée. Donc il y a ce côté soutien très concret des films. Et puis il y a un soutien plus politique, on va dire, où on se bat auprès du CNC pour essayer d'avoir des règles de fonctionnement qui permettent que ces films aient plus de chances dans les salles que ceux qui bénéficient d'une grosse distribution. Voilà. Donc c'est vraiment une manière de défendre la diversité en fait, cinématographique qui est quand même mise à mal par les lois du marché. C'est un peu comme l'agriculture bio face à l'agriculture au glyphosate, quoi. Ouais, c'est exactement Même ça, combat. C'est le même combat. Ouais. Et c'est comme les, on va dire, comme les produits bio, c'est bon pour la santé. Ouais, c'est ça. Bon pour la santé mentale. Alors, bien sûr, je vous invite à intervenir, poser des questions. N'hésitez pas, c'est vraiment toujours l'idée d'un dialogue tous ensemble. Mais bon, je vais quand même commencer, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Moi, ce qui m'intéresse avec vous deux, mais comme habituellement avec tous nos invités acides, tous les retours d'acide qu'on a pu faire, c'est la question de l'écriture cinématographique, puisque on est toujours dans les propositions, dans les films qui sont soutenus et défendus par l'acide, toujours dans des questionnements, soit sur le monde, la société, mais aussi qui questionnent aussi le cinéma, la manière de mener un récit, etc., etc. Et donc du coup, ma première question justement sur cette question de l'écriture, puisque on va dire, on aime bien mettre des étiquettes, mettre les films dans des genres, des cases, etc. Donc on est plutôt dans du documentaire en ce qui vous concerne, sauf que Georgi, hier soir, vous parliez de trouver le personnage pour faire un film. Or, trouver le personnage, quand on parle de personnage, on parle plutôt de fiction. Et Mariana, hier soir, avec Histoire d'un secret, c'est un film qu'on sent extrêmement écrit, avec tout un travail aussi métaphorique, tout un travail vraiment voilà, de recherche, mais on sent qu'il y a une vraie écriture, une vraie idée de où va aller le film. On a l'impression dès le départ. Donc, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres films, Entre nos mains, par exemple, dont on pourra parler. Alors peut-être déjà sur cette question de l'écriture, qui est peut-être pas valable pour tous les films, hein, pour tous vos films, mais quand même, voilà, de cette position. Chercher le personnage, enfin vous trouvez le personnage qui va faire qu'il y a un film qui peut exister, et également voilà comment est-ce que sur Histoire d'un secret, c'était vraiment tout était déjà sur le papier dans votre tête avant de commencer, ou est-ce qu'à un moment donné le réel bien sûr interagit, il faut composer avec, et voilà comment on part de ce qu'il peut y avoir dans la tête et d'un film à l'arrivée.
Bon. Alors, oui, alors c'est vrai que sur les personnages, moi je fais des documentaires, je n'ai pas fait de fiction, peut-être que j'en ferai, mais voilà, pour l'instant c'est du documentaire. Donc effectivement, les personnages, pour moi, c'est très important parce que je cherche, et ça prend du temps pour moi de trouver des bons personnages, parce que je cherche un personnage qui porte en fait ce que je veux dire, ce qui m'intéresse. Et voilà, et cette connexion, en fait, il faut qu'elle existe, qu'elle soit forte. Je ne veux pas essayer de calquer mon idée ou mon discours sur quelqu'un et sur un personnage. Et c'est ça, sans doute, qui me différencie, en tout cas certainement, de beaucoup de documentaires ou reportages qu'on voit peut-être à la télévision où il y a un discours qui est calqué et qui est tout fait d'avance. Et en fait, et du coup, on mâche aussi l'information pour le spectateur, etc. Donc voilà, la première étape pour moi, c'est effectivement voilà, enfin, je peux parler de Zona Franca, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être pas tous, mais donc peut-être pas trop précisément, parce que du coup, je vais vous embêter. Non. Mais voilà, pour Zona Franca, en fait, qui donc se passe au bout du Chili, j'avais envie de parler de la société chilienne, de l'inégalité, de la violence en fait d'un territoire, de la Patagonie, et à confronter en fait cette réalité au mythe que moi je m'en faisais et au mythe qui était vendu aux touristes en fait de la belle, magnifique carte postale d'un bout du monde où tout serait encore possible, où tout est magnifique, etc. Et donc voilà, j'ai pris énormément de temps en fait quand même à trouver des personnes, et à partir du moment où j'ai tenu en fait ces personnages-là, ça m'a emmené, en fait, j'ai tissé des liens avec d'autres choses, et je me suis adapté en fait à cette réalité. Et je me suis adapté aussi en acceptant aussi que le film puisse aussi parfois se détourner un peu de la forme que j'avais imaginée. Voilà. Par exemple, là, sur Zona Franca, oui. Comment il s'est, enfin, voilà, quel était, on va dire, le film imaginé En fait, Zona Franca, je me suis dit que comme je voulais un petit peu tricoter une histoire entre la grande histoire, raconter donc la Patagonie, on va dire, d'il y a 2, 3, 4 siècles, la colonisation, et que je voulais la confronter à l'actualité. Alors j'ai imaginé un récit à plusieurs personnages, et que chaque personnage puisse représenter en quelque sorte une époque un peu de la Patagonie. Donc j'ai commencé en fait à chercher du côté des chercheurs d'or qui étaient parmi les derniers chercheurs d'or qui subsistaient en terre de feu et qui vivent. Et effectivement, je suis tombé sur Gaspard, sur à ce moment-là, ils étaient encore peut-être 5 dans toute la Terre de Feu, et qui vit encore comme un homme du 19e siècle, à remuer des pierres, de la terre pendant toute sa journée, à vivre dans une cabane complètement loin de tout, loin de la société. Et ensuite, j'ai cherché à confronter en fait cette image-là, cette réalité-là, à ce qui se passe pas très loin de chez lui, en fait, juste de l'autre côté du détroit de Magellan. C'est vraiment la société moderne, la mondialisation qui est là, cette zona franca, cette zone franche, donc qui est construite en fait sur la pointe de sable qui a donné son nom à la ville de Punta Arenas. Et la ville de Punta Arenas, en fait, a été construite au milieu du 19e siècle. C'était une prison où on envoyait là-bas souvent ceux qui étaient les militaires qui avaient désobéi aux ordres, etc. Et ce n'est que plus tard qu'elle est devenue une ville. Et quand j'ai découvert cette zone franche, je me suis intéressé à cette zona franca, à la ville, à Punta Arenas, et je me suis rendu compte que cette zone franche qui était à l'endroit exact où avait été fondée la ville était toujours comme une prison cernée de barbelés, mais que là c'était plus les prisonniers en fait qu'on mettait à l'intérieur, mais finalement les biens de consommation. Donc voilà, c'est ce genre d'association en fait qui moi m'ont paru intéressantes. Et j'ai commencé du coup à chercher à l'opposé de Gaspard, le chercheur d'or déjà un peu vieux qui avait peur de finir un jour mort dans sa tranchée. J'ai cherché un jeune. À la Zona Franca, ce ne sont que des jeunes, c'est des petits boulots, c'est des jeunes Chiliens qui travaillent là, pour la plupart du temps payer leurs études. Ça, c'est la réalité, parce qu'ils n'ont aucun autre moyen. Là, comme vous devez le savoir, au Chili, tout est privatisé. Et voilà, et je suis tombé sur un deuxième personnage. Voilà. Après, j'ai cherché un troisième personnage, un peu entre les deux, et je cherchais un ouvrier plutôt d'une quarantaine d'années,
années, qu'ils soient dans le pétrole ou dans le gaz. Je savais que je voulais ancrer dans le film, dans la réalité, justement faire le lien entre l'histoire et la réalité des luttes en fait sociales. Et je savais que dans le pétrole, dans le gaz, il se passait des choses parce qu'en fait, il y avait des grands groupes pétroliers et gaziers à capitaux étrangers qui s'étaient installés là à partir des années 60-70 et qui avaient fait miroiter aux gens de nouveau un énième Eldorado. Après l'or, que cherche toujours Gaspard, après l'or blanc, c'est-à-dire l'exploitation des moutons, qui a fait la richesse de la Patagonie pendant très longtemps, après l'or noir et la découverte du pétrole en 1945, eh bien, il y avait toujours l'or noir et le gaz, et qui était une espèce d'énième développement qu'on faisait miroiter aux gens en disant « vous allez enfin trouver du boulot, votre vie va s'améliorer, etc. » Et ces usines, en fait, fermaient l'une après l'autre, parce que, à cause du développement du gaz de schiste aux États-Unis, qui a fait baisser énormément le coût du gaz, et du coup, il y avait des ouvriers qui étaient licenciés, il y avait des manifestations, et j'essayais de filmer ça. Mais par contre, j'avais besoin d'autorisation pour m'approcher des puits de pétrole et des puits de gaz. Ces autorisations ne venaient pas, et c'est comme ça que, durant cette attente à Punta Arenas, j'ai assisté à ces premières manifestations contre la hausse du prix du gaz. Je m'y suis intéressé naturellement et j'ai découvert mon troisième personnage en fait. Donc voilà, il y a qui est donc ce camionneur syndicaliste qui finit par bloquer les routes et qui se retrouve face aux touristes en fait. Voilà, donc pour moi, c'était très intéressant parce que ça cristallisait finalement ce que je voulais exprimer, en fait, la rencontre de ces deux mondes, le monde voilà, des touristes, de la Patagonie mythique et de la réalité sociale. Donc, en fait, tout ça pour dire que je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir le temps d'attendre l'accident, d'attendre en fait ce qui va prendre de l'ampleur dans un film, et il faut être ouvert à ça. Donc effectivement, cette grève, je ne pouvais absolument pas l'anticiper, mais elle a pris une place dans le film, et elle m'a fait découvrir en fait ce troisième personnage à côté de ce que j'avais imaginé, parce qu'il ne travaillait pas directement dans le gaz, dans le pétrole, et je m'y suis adapté. Je suis revenu d'ailleurs plus tard continuer à filmer ce personnage. C'est monté à l'envers dans le film, c'est-à-dire ça permet de faire une introduction, etc. Donc voilà, tout ça, et c'est là où peut-être que sûrement, enfin, mon travail s'apparente peut-être à de la fiction, parce que vraiment il y a une construction qui se fait totalement petit à petit au cours du tournage et évidemment au montage. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long peut-être parfois. Non, mais je trouve que ton film, enfin, ce que tu racontes de la manière dont tu as fait ton film, c'est vraiment ce qui caractérise le documentaire. C'est-à-dire que à la fois, tu as rêvé de quelque chose avant de faire le film, ce qu'on pourrait apparenter une forme d'écriture, de recherche, de repérage, et puis en même temps, quand tu vas tourner, bah, tu vas quand même chercher et te laisser surprendre par ce qui arrive. Et finalement, tu vois ce qui arrive et tu peux le saisir parce que tu as réfléchi avant à ce que tu cherchais. Et tout d'un coup, tu trouves un événement qui va cristalliser et qui va incarner au fond ce que tu attendais qui arrive, quoi. Enfin, oui, c'est cette rencontre-là entre... C'est ça qui est très beau dans le documentaire. C'est cette espèce de travail préparatoire, de rêve de quelque chose, de recherche, mais en sachant très bien que ce qu'on va trouver, c'est évidemment ce qu'on n'a pas imaginé, quoi, finalement. Enfin, c'est cette surprise-là, mais qui ne peut arriver que parce que tu cherches quelque chose, quoi. Oui. Si tu cherchais rien, tu ne serais jamais arrivé sur cette grève, oui, quoi. Absolument. Voilà. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui fait Enfin, moi, j'ai l'idée, par rapport pour reprendre un peu ce qu'on disait sur documentaire, fiction, etc., c'est que le plus beau compliment qu'on peut faire sur un film documentaire, hein, moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, on dirait pas un documentaire, on dirait un film ». Bon, c'est ce qui est un peu paradoxal, parce que nous, évidemment, on pense que le documentaire, c'est un film, c'est du cinéma, mais les gens ont tellement dans l'idée que le documentaire, c'est informatif, c'est chiant, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de narration. Enfin, ils sont tellement surpris de voir ça dans le documentaire qu'ils disent « Ah ben non, c'est pas du documentaire, c'est du cinéma, quoi ». Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'évidemment, le documentaire, nous aussi, on s'intéresse à la narration, on s'intéresse aux personnages, on cherche des situations qui vont
évidemment cristalliser la complexité du réel. Enfin voilà, tout ce que les scénaristes face à leur ordinateur cherchent, nous on le cherche dans le réel, en ayant une petite idée avant quand même de ce qu'on cherche, sans savoir où on va le trouver en fait. Ouais. C'est ça, c'est une perpétuelle... Et on peut dire que dans le documentaire, il y a... Enfin, entre le documentaire et la fiction, pour moi, la différence, elle est dans la manière de fabriquer et pas du tout dans la forme, quoi. La forme, il y a autant de fictions différentes que de genres documentaires différents, que de types de narration différents. Enfin, voilà. Mais par contre, ce qui est très différent, c'est la fabrication, c'est la manière de faire. C'est-à-dire que nous, c'est dans la confrontation avec le réel qu'on va inventer le scénario. Alors que dans la fiction, ils écrivent d'abord un scénario et ils espèrent qu'au tournage, il va se passer quelque chose pour redonner vie à ce scénario. Quoi. Voilà. Donc, non, du coup, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il peut y avoir intervention sur le réel? Je veux dire, par exemple, il y a, Gueorgui, il y a une présence. Les Gaspard, en fait, s'adresse directement à vous. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un, véritablement. Vous, entre nos mains, vous interrogez les ouvrières. Et dans Histoire d'un secret, vous êtes carrément devant la caméra. Et donc, du coup, ouais, voilà, c'est... Est-ce qu'il y a une intervention à un moment donné, c'est-à-dire d'essayer de créer une situation où il y a quelque chose qui peut se passer. Je pense par exemple dans Histoire d'un secret, toute la séquence avec votre père en voiture. Du coup, je m'interrogeais, je me disais, pourquoi on est en voiture? Est-ce que c'est que ça arrive à ce moment-là? Et non, parce qu'on est sur un champ contre champ, donc quand même, il y a la caméra, il faut bien qu'elle soit posée, c'est-à-dire que le dispositif était en place. Donc, est-ce que c'était pensé de votre part, du coup, que, je sais pas, dans cet habitacle, dans cette situation, il y a quelque chose qui pouvait se passer, de libérer la parole, c'est-à-dire, du coup, là, quand je veux dire intervention, voilà, où à un moment donné, on essaye de mettre des choses en place pour qu'il se passe ce quelque chose qu'on cherche ou qu'on attend. Oui, absolument. Histoire d'un secret, c'est vraiment ça. Et mon prochain film, Histoire d'un regard, qui va sortir en janvier, c'est ça aussi. C'est-à-dire, Histoire d'un secret, c'est un film qui était très écrit. Alors là, vraiment comme un scénario de fiction. Ouais. La construction était, c'est-à-dire je savais quelle scène, qui j'allais aller rencontrer, quelles questions j'allais poser. Par contre, je ne savais absolument pas ce que les gens allaient dire. Et là, on était complètement dans le documentaire. C'est donc deux manières de fabriquer qui étaient associées. À la fois donc, des scènes très préparées, même en termes de lumière, avec la chef-op, c'était très précis. Le lieu où j'allais, par exemple, je sais pas, mon oncle et ma tante, que je vais voir, je ne sais pas si certains l'ont vu ici, hein, mais c'est une espèce d'enquête sur le secret qui entoure la mort de ma mère. Et donc, par exemple, au début, je vais voir mon oncle et ma tante. J'avais décidé que ce serait dans une cuisine, mais c'est leur cuisine. Ils font à manger, mais en même temps, donc comme elle fait d'habitude, etc. Sauf qu'on a vachement simplifié le décor. On a décroché plein de trucs. On a fait toute une lumière très, très stylisée, beaucoup plus romanesque, on va dire, que la lumière normale d'une cuisine. Ouais. Et donc c'est très préparé, très mise en scène au départ, mais quand la caméra se met en route, alors là, on est dans du pur documentaire. C'est-à-dire que je n'interviens plus du tout. Enfin, je pose quelques questions, mais très vite, c'est vraiment ce qu'ils ressentent qui va faire la scène. Et la chef-op, elle filme. Et on est... voilà, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je suis surprise moi-même. Et toutes les scènes sont construites comme ça. C'est-à-dire, je vais voir ma sœur. Pareil, on a installé le décor, on a installé la lumière, je suis assise à côté d'elle sur un divan, position pas du tout naturelle parce que d'habitude on est toujours en face à face, on s'assoit jamais côte à côte, mais je me dis que là ça va être un moment intime, on va se raconter des choses comme quand on était petite, comme les petites filles se racontent des choses. Je prévois j'avais écrit qu'à un moment donné, elle allait. J'avais amené une robe que ma mère avait portée, dont je me souvenais que quand on était petite, elle l'avait essayée. Donc, à un moment donné dans la scène, je lui amène la robe. J'étais persuadée qu'elle allait essayer la robe,
comme on avait fait petite. J'avais exprès mis un miroir pour qu'elle se regarde dans le miroir à côté. Enfin bon, tout était installé pour ça. Je lui présente la robe et là elle me dit non mais ça va pas. J'ai l'impression d'être comme dans Psychose d'Hitchcock. Je vais sûrement pas mettre cette robe quoi. Et c'est vachement mieux ça que si elle l'avait mise en fait. Donc c'est à l'image de ce que c'est le documentaire, c'est-à-dire qu'on prévoit des choses, on imagine des choses, et évidemment, il se passe autre chose. Mais cette autre chose ne peut arriver que parce qu'on a voulu quelque chose quand même, quoi. Voilà. On n'est pas absolument comme ça bené devant le. Et avec mon père, pour revenir sur la scène avec mon père, effectivement, qui était une scène que je me disais comment je vais mettre en scène ce moment de parole. Et là, je me suis dit, comme avec lui, ça allait être difficile parce que j'allais lui poser des questions que je n'avais jamais posées et que je savais qu'il allait être embarrassé, ça allait être douloureux pour lui et douloureux pour moi parce que j'avais le fait de le mettre dans l'embarras, m'embarrasser moi-même. Je me suis dit, dans une voiture, c'est bien parce que comme ça, on ne va pas se regarder et je ne serais pas dans ce face-à-face qui risquerait de le mettre mal à l'aise et moi aussi. Donc on a décidé je me suis dit voilà, on n'a pas décidé, j'ai décidé qu'on allait faire cette conversation, hein, parce qu'il s'agit bien plus de conversation que d'entretien, hein, mais vraiment cette conversation dans cette voiture et de rouler. Et alors on avait posé les 2 caméras en fait sur le capot, hein, et en fait c'est la seule journée où on a eu beaucoup de mal à filmer parce qu'en fait le pare-brise on s'est rendu compte quand on a posé les caméras qu'il était très abîmé, donc c'était pas possible. Il a fallu changer le pare-brise. Après, il y a une caméra qui est tombée en panne, donc ça n'a pas marché. Et enfin, à 5h de l'après-midi, on a pu démarrer. Et là, on avait le soleil, comme le soleil est bas, en pleine figure, et donc ça n'a pas été possible de filmer. Donc ça a été un tournage raté, mais je pense que c'était raté parce qu'on avait tous les deux très très peur. Et finalement, on a reporté cette scène à la fin du tournage, ce qui a finalement donné une scène encore bien plus belle que si, là encore, que si on l'avait faite exactement comme c'était prévu, quoi. Donc le fait effectivement moi c'est peut-être la rencontre, on va dire, la plus aiguë entre documentaire et fiction, c'est-à-dire préparer vraiment quelque chose, mettre en place un cadre extrêmement précis, et à l'intérieur de ça, laisser la surprise se déployer et le documentaire se déployer, quoi. Ça c'est vraiment la rencontre c'est la construction documentaire que j'affectionne particulièrement, quoi. Entre nos mains, du coup c'est la même idée, c'est-à-dire de filmer les ouvrières. Quand vous les interrogez, elles sont le plus souvent à leur poste, en train de travailler. Donc à la fois il y a les gestes quotidiens, mécaniques du travail, et à la fois la parole. Donc c'est aussi cette idée de peut-être on va revenir, peut-être même en parler là directement, enchaîner sur cette question en fait de filmer la parole, parce que tous les deux je trouve que c'est sur cette question de filmer la parole, ce qui est extrêmement compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est des questions où je me dis comment on écrit, c'est-à-dire comment on met en disposition les personnes pour qu'elles se sentent à l'aise pour s'exprimer, et des personnes qui ne sont pas, alors que ce soit après avec votre famille, parce que c'est difficile, donc l'émotion, puis là on parle en plus de non-dit, enfin bref, donc c'est assez compliqué, mais aussi avec des personnes, donc que ce soit les ouvrières, que ce soit les piqueteros ou Gaspard, qui ne sont pas, Gaspard encore plus, qui n'a pas l'habitude de parler, qui parle très peu, donc voilà, je me disais par rapport aux ouvrières, le fait de les filmer dans l'usine, bon, après ça je pense que ça c'est un choix, c'est-à-dire qu'on est dans l'usine, c'est un lieu, c'est là où se passe l'action, et donc on va pas à l'extérieur, mais à leur poste, est-ce que est-ce que c'était lié à la question de la parole, ou est-ce que c'était lié à la question sociale ou de rapport de classe aussi, parce qu'il y a cette question aussi qui est présente dans le film. Pardon. Filmer la parole, ouais, c'est sûr que dans le documentaire, c'est ce qui est très important en fait, et ça c'est vraiment la grande différence avec des semi-reportages documentaires c'est que ce qui est vraiment important dans la parole, au fond, c'est l'énonciation, quoi. C'est pas tellement l'énoncé, c'est pas tellement ce qui est dit,
c'est la manière dont c'est dit, c'est la manière dont les gens parlent, quoi, la manière dont c'est le corps, c'est la manière dont la parole elle est incarnée, quoi. Alors c'est sûr que quand on pose des gens sur une chaise comme ça et qu'on leur dit bon bah maintenant dites-moi, racontez-moi, voilà, il se passe rien, quoi. Enfin peut-être les gens vont dire des choses, mais avec une énonciation tellement à zéro, quoi, que c'est pas intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont parler comme on parle à la télé, ils vont emprunter en fait une manière de parler qui au fond est pas la leur et qui du coup, nous comme spectateurs, après on n'entend pas, parce qu'on entend les choses que quand elles sont quand il y a l'émotion qui va avec, c'est ce que j'appelle l'énonciation, quoi. Alors dans Entre nos mains, justement là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ces femmes, quand je vais les filmer, donc c'est une entreprise qui veut se transformer en coopérative, donc je tiens à venir vraiment le premier jour où les salariés entendent parler de l'entreprise, donc en fait elles me connaissent, de la coopérative, donc en fait elles ne me connaissent pas. Et je tiens effectivement à les faire parler, à ce qu'elles parlent dans leur lieu de travail, parce que justement, je pense que le corps de ces femmes qui parlent derrière en train de travailler, ça va raconter quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, ça va raconter aussi le fait qu'elles travaillent, quoi. C'est un corps de femmes qui travaillent, quoi. C'est pas, et qui parlent. C'est pas la même chose que si elles parlent dehors, à la pause, à la cantine, etc. Et ce qui est intéressant, enfin, l'idée que j'avais, si ça m'intéressait de filmer une entreprise qui se transforme en coopérative, c'est parce que j'avais compris, en faisant les repérages, en lisant des choses, etc., que pour les salariés, c'était une grande libération de travailler en coopérative. Tout d'un coup, il y avait un rapport au monde, un rapport à l'autre qui était complètement bouleversé. Et c'est cette transformation intime que je voulais voir. Et donc, je me disais que filmer ces femmes, au départ, dans leur lieu de travail, juste voilà, en même temps comment ça allait évoluer, en même temps qu'elles allaient tenter de faire la coopérative, est-ce que cette parole et ces corps, ils allaient bouger, quoi. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc le film, ce qu'il raconte, c'est bien sûr, il y a des choses dans ce qu'elles disent qui est très important, mais c'est tout aussi important, c'est la manière dont elles disent ces choses et la manière dont ces corps évoluent et la manière de parler évolue, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ça dans le documentaire qui est important, c'est la mise en scène de la parole, c'est-à-dire trouver les situations qui permettent aux personnes de devenir, enfin de prendre vraiment la parole et de l'incarner, quoi. Voilà. Et je pense que toi, c'est... Ouais. Mais je pense que c'est vrai ce qui différencie aussi la fiction, enfin, du documentaire, mais même si la finalité c'est la même, c'est qu'effectivement il y a deux manières d'atteindre, je dirais, un peu de profondeur dans la parole, dans ce qui est dit. Soit on engage des acteurs, et puis c'est des professionnels, et voilà, ils vont faire vivre, incarner donc cette parole. Soit il faut passer du temps. Il faut donc passer le cap, je dirais, où on va, dans un premier temps, recueillir juste une sorte un discours. Un discours tout fait. C'est ça que recueille finalement la télé, etc. Ouais, c'est le discours tout fait, où on installe quelqu'un et finalement, on a 5 minutes, 10 minutes, allez-y, même une demi-heure ou une heure. Moi, quand j'ai filmé Gaspard, le chercheur d'or, dans sa petite cabane, alors comme c'était un des derniers chercheurs d'or, même complètement à l'écart des routes touristiques de Terre de Feu, il y avait quand même quelques touristes et parfois même la télé. Il y a la télé chilienne qui était passée par là et qui avait dit « Ah, c'est un des derniers chercheurs d'or, donc c'est la belle histoire, etc. » Donc il avait vu des gens passer, le photographier, etc. Et il me disait « Mais je ne comprends pas ce que tu fous là, ton billet t'a coûté très cher, il faut que tu saches mieux ce que tu veux, parce que dis-moi exactement ce que tu veux que je fasse, ce que tu veux que je dise, etc. » Et il a mis du temps à comprendre que moi non, je voulais juste passer du temps avec lui, boire un café, manger, etc. Puis au début, en fait, quand je l'ai d'abord rencontré, j'ai fait des repérages, et après je suis revenu et j'ai commencé à tourner avec lui. J'étais même seul dans l'intimité de ce lieu, c'était important, cette petite cabane. Et puis j'avais la caméra, mais elle était là, quoi. Je la sortais pas forcément. Et il m'a fallu des jours et des jours. Puis je revenais le lendemain, et puis on discutait. Puis à un moment, ça y est, je sentais qu'on avait la relation avait changé et qu'il lui, il n'était plus dans la représentation, dans le discours, mais que je pouvais le filmer et puis il me parlerait tout à fait normalement comme un ami, finalement. Et c'est effectivement cette parole-là, voilà, qui m'intéressait. Et voilà, il a l'autre personnage, le camionneur, qui est donc le syndicaliste qui bloque les routes et qui est un homme que j'avais repéré. Alors c'était assez particulier parce que je l'ai rencontré en fait dans la grève, c'est-à-dire dans le blocage des routes, et c'était très dense parce qu'il y avait beaucoup de monde. En plus, j'étais aussi seul, et donc il fallait à la fois que
Enfin, il fallait que dans cette foule, j'arrive à saisir quelque chose de personnage, de personnel, un personnage, et pas une masse impersonnelle. Donc, je suis arrivé en fait à voir en fait ce personnage un peu se détacher, qui avait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est aussi la magie du documentaire, c'est qu'à un moment, il y a une étincelle, quoi, qu'on se dit, ah ben oui, lui, il m'intéresse. Et d'ailleurs, je n'en reviens toujours pas, parce que je me dis, c'est quand même fou, ils étaient des centaines, et finalement, en très peu de temps, en fait, je me suis accroché au personnage qui avait vraiment quelque chose à dire. Mais la première fois que j'ai essayé de le faire raconter, verbaliser en fait ce qui se passait, ce qu'il vivait dans la manifestation, on s'est retrouvé à l'extérieur un tout petit peu, donc à l'écart en fait, tout près des gens qui manifestaient entre deux camions, et il m'a servi un discours, quoi, un discours un peu face à un journaliste en racontant, et ça n'allait pas du tout. Et il a vu ça, et à un moment, on s'est dit, bon, ben, si on allait dans le camion, et on est rentré dans son camion, qui était en fait un autre espace, et son espace finalement personnel, un peu intime, et là, d'un coup, toute cette émotion et tout le masque, en fait, est tombé. Tout ce qu'il devait un peu afficher face aux manifestants, il devait montrer le visage d'un syndicaliste fort, et une tête, en fait. Et bien là, voilà, tout ça a été oublié. Il m'a parlé de manière très personnelle, profonde, intime, et il a fait une analyse de la situation incroyable, de justesse, et voilà, qui était très très émouvante. Donc voilà, et ça c'était aussi voilà un cadeau du documentaire, mais voilà, il a vraiment fallu rôder, prendre le temps autour de faire toute cette approche en fait pour y arriver. Et c'est pardon. Non, juste par rapport à ça, pour cette manière que petit à petit les gens, enfin qu'on filme, trouvent leur façon de parler plus juste par rapport à eux-mêmes et d'incarner leurs paroles. C'est vrai que sur Entre nos mains, c'est ça que je trouve finalement intéressant aussi, c'est que dans ce film, c'est qu'au fond, au début, quand je les filme, elle parle, comme tu dis là, comme quand tu parles du camionneur, c'est-à-dire elle me présente un discours. Au tout début, j'avais un peu l'impression, comme je leur tire les verres du nez, qu'elles m'ont jamais vu, etc. J'ai un peu l'impression qu'elle parle comme à la télé, quoi, exactement comme Gaspard aussi au début devait faire. Enfin, c'est-à-dire que voilà, ils empruntent la forme qu'ils connaissent. Et puis au fur et à mesure, alors là, ça me fait penser aussi, parce que c'est drôle ce que tu racontes sur Gaspard, parce qu'elle me disait aussi, elle, non mais bon, comme je revenais tous les jours, elles étaient étonnées, elles pensaient que j'allais rester que 3 jours, quoi, comme n'importe quelle, enfin même une journée. Alors quand je revenais tous les jours, puis j'arrivais à 7h du matin, et puis que je faisais les mêmes horaires qu'elle, etc. Je disais, mais pourquoi tu nous filmes ? On n'a rien à dire, on n'est pas intéressante, on n'a rien à raconter. Enfin, cette espèce d'idée que s'il n'y a pas de discours, elles n'ont pas d'intérêt, quoi. Et c'est vraiment parce que je venais tous les jours, etc., que petit à petit, elles ont commencé à trouver déjà que ce qu'elles vivaient, l'aventure de transformer une entreprise en coopérative, ça avait de l'intérêt. Et puis petit à petit, elles se sont dit qu'elles étaient intéressantes, enfin qu'il y avait quelque chose. Et elles se sont engagées dans le film. Donc au début, moi, je leur tirais des verres du nez. Et puis au fur et après, c'était l'inverse. C'est-à-dire, j'arrivais dans l'entreprise et elles venaient me chercher pour me dire qu'elles avaient des choses à dire, des choses à raconter. Elles improvisaient des scènes entre elles. Enfin, voilà, c'était. Et donc ça raconte, le film en fait garde la trace, puisque j'ai commencé le premier jour où je les ai rencontrés, il garde la trace de cette transformation, un peu comme si tu avais filmé le camionneur. La première fois, il te parle et il te sort le discours, et puis qu'après, il finit par voilà. Mais voilà, ce travail, cette transformation, elle est toujours extrêmement émouvante pour nous réalisateurs de voir ça, quoi, quand les gens se transforment et face à la caméra, quoi. Et non, c'était juste, c'était pour rebondir sur la séquence justement avec le camionneur. Ce qui est, moi je trouve ce qui est vraiment magnifique, c'est que il parle, il commence à analyser, et à un moment donné, il s'arrête, il dit je vais boire un verre d'eau. Il sort, tu continues à filmer, et alors on le voit à travers la vitre, donc au second plan, il va chercher un verre d'eau, ou je sais pas trop quoi, enfin il va boire, hein, il annonce, et il revient. Et il reprend son analyse. Et moi, je trouve ça super beau. En fait, justement, le fait aussi que tu n'es pas coupé. C'est-à-dire que on est dans cette continuité. Et c'est comme s'il avait besoin d'une respiration. Et il revient tellement. C'était quelque chose qui le bouleversait de mettre des mots, finalement, des mots intimes, chose qu'il ne pouvait pas faire face aux autres. Mais cette partie-là, en fait, c'est ce qui constitue normalement, voilà, on revient un peu à la télé, ce qu'on appelle un déchet.
C'est ce qui va être coupé au montage. Oh bah oh là, oh il y a 3 secondes de silence là, quelle horreur. Le spectateur il va zapper, il faut virer ça. Là en plus. Hein. Et moi c'est exactement ce qui m'intéresse en fait, parce que c'est dans cet instant-là que évidemment l'émotion de ce qu'il vit lui est communiquée en fait au spectateur. Et donc c'est exactement ce moment-là qui m'intéresse, parce que la transmission elle se fait grâce à ça. Et tout passe là. Donc effectivement oui c'est un. Et puis c'est aussi je dirais, sincère par rapport à ce que je vis à ce moment-là, parce que moi en tant que réalisateur, donc derrière la caméra, et puis je commence à un petit peu connaître Lalo, hein, c'est vraiment le début de notre relation. Je suis touché, très touché en fait par ce qu'il me dit. Et du coup, cette émotion que je vis en moi, j'ai envie aussi de la retranscrire. Et donc, filmer ce vide, en fait, filmer ce moment où il est ému et quitte le camion, et c'est important parce que ça me semble juste par rapport à ce que je ressens. Et c'est ça, en fait, qui est très important dans un film et dans un documentaire, c'est d'être sincère, d'être juste par rapport à ce qu'on ressent. C'est aussi pour ça, peut-être qu'au début du film, j'ai voulu laisser aussi l'adresse de Gaspard quand il se tourne vers moi et qui me dit « Ah, ben, t'as vu, cette pierre, c'est comme le monde, on est tout petit. » Et puis il se tourne vers moi et me dit « Mais toi, t'as bien vu ça, toi, tu es d'avion, non ?» etc. Et j'aime bien, enfin voilà, ce face-à-face. J'essaye aussi à ce moment-là de dire « Bon, ben voilà, de ne pas... » faire semblant de ne pas être là, mais de dire oui, bah, je suis là en tant que réalisateur avec une caméra, voilà, avec aussi mes maladresses, avec mais je suis là dans cette relation avec lui. Et du coup, sur pareil, la parole, filmer la parole, si on reste sur donc Zona Franca et sur Entre nos mains, la parole, elle est que d'un côté. Alors j'ai envie de dire dans Zona Franca, c'est-à-dire que dans le conflit avec les touristes, entre les grévistes et les touristes, du coup là il y a le camionneur, mais on n'a pas vraiment la parole des touristes. Et de la même façon, Entre nos mains, on a les ouvrières, puisque vous les interrogez, il y a un dialogue, parce que vous posez des questions, vous leur demandez, enfin, vous les bousculez un petit peu, quoi, de savoir où on va. Mais on l'a pas avec parce qu'il y a vraiment un espace, un espace politique. On retrouve un petit peu Tout va bien de Godard. Hein. Il y a les ateliers et les bureaux. Et donc il y a les rapports de classe. Et dans les bureaux, alors effectivement, vous les filmez sur des échanges, des réunions, mais vous les interrogez pas. Ils parlent pas face caméra comme les ouvrières peuvent le faire. Donc ça veut dire que il y a un moment donné, il y a un engagement. C'est-à-dire on sait que de toute façon l'objectivité, elle n'existe pas, et puis peu importe, ça ne me concerne pas, et en fait on est d'un bord, ou en tout cas on veut la parole d'un bord et pas de l'autre. Ou est-ce qu'il y a eu aussi cette parole et au final elle n'est pas gardée au montage? Dans Entre nos mains, c'est vrai que les cadres, ils sont présents dans le film. Il y a des scènes, mais effectivement, je m'adresse moins à ces femmes. Que celles que les ouvrières en bas, effectivement, parce qu'il y a vraiment le haut et le bas, qui petit à petit se rejoignent d'ailleurs. C'est ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais c'est un peu des deux, en fait. C'est-à-dire, à la fois, moi-même, j'étais plus intéressée par les ouvrières, effectivement, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas la parole, et puis qu'elles pensent qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles pensent que... Et puis que ce n'est pas elles qui ont proposé la coopérative, c'est les cadres. Donc elles savent même pas elles n'ont jamais entendu parler d'une coopérative. Donc c'est surtout elles. Donc j'ai envie de voir la transformation, parce que c'est elles qui, au départ, ont peur. Les cadres, ils sont déjà convaincus, puisque c'est eux qui sont allés chercher les responsables du réseau régional pour créer la coopérative. Donc moi, je suis plutôt intéressée par celles qui n'ont jamais entendu parler, et de voir est-ce que ça va... Est-ce qu'elles vont pas avoir peur? Est-ce qu'elles vont... Voilà. D'ailleurs, au début, elles ont peur, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je vais vers elles. Et puis,
et puis c'est aussi, et puis en même temps, celles qui sont dans le film, et c'est celles aussi qui se sont à un moment donné vraiment adressées à moi, parce qu'au début, je leur posais des questions, mais après, c'est elles qui s'intéressent vraiment au film aussi. C'est-à-dire que y en a quelques-unes qui ne sont jamais intéressées au film, et du coup, je les ai même pas filmées. Enfin, c'est une rencontre, quoi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas c'est elle qui il y en a une, par exemple, Sylvie. Une fois, voilà, ça devait être 15 jours ou 3 semaines après le début du tournage, qui a duré 3 mois. Je venais d'en haut, justement, de chez les cadres. Hein, donc je descends, puis elle me dit, Mariana, c'est dommage, vous avez loupé. On venait de parler de la coopérative, vous n'étiez pas là, vous avez loupé, quoi. Je lui dis, bah oui, c'est vraiment dommage, mais bon, j'étais là-haut et tout. Elle me dit, bon, c'est pas grave, je vous la refais. Et donc elle est repartie et tout, elle a refait la scène, elle est repartie derrière les cartons et tout, elle est arrivée devant la caméra et elle a rejoué la scène avec sa collègue et elle l'a entraînée, sa collègue. Et donc là, voilà, il y avait... Donc ça, c'est vraiment elle qui, à un moment donné, s'engage dans le film, quoi. Et donc le film, on fait avec les gens, quoi. C'est la rencontre, il y a notre désir, mais il y a aussi le désir des gens en face. Et c'est ça aussi le documentaire. Et là, j'avais absolument pas prévu qu'une femme pourrait, à un moment donné, comme ça, s'engager dans le film de cette manière-là, avec cet humour, parce qu'elles sont toutes extrêmement drôles. Et voilà, donc ça c'est les surprises du documentaire. Donc il y a des choses qu'on décide et puis il y a des choses qu'on décide pas, et heureusement, quoi. Pareil, j'avais décidé au départ, je cherchais plutôt une entreprise avec des gens syndiqués, des gens engagés politiquement, etc. Et en fait, je suis tombée cette entreprise, finalement, j'en avais vu d'autres, hein, mais celle-là m'a intéressée plus, et par son espace, justement, parce que c'était la lingerie féminine, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, etc. Lingerie féminine, je trouvais ça intéressant, par contre, le contraste que ça faisait avec le sujet principal de plus économique, on va dire. Et finalement, il n'y avait pas de gens politisés, pas de syndiqués, etc. C'était une entreprise très paternaliste, donc ce n'était pas tellement ce que je cherchais. Et en même temps, je me suis dit que ça allait être intéressant. Enfin, voilà, il faut se laisser surprendre par le réel et par les gens qui y sont, quoi, tout en cherchant quelque chose, quoi. Et du coup, Gueorgui, sur la question justement de la parole, là, on va dire de l'autre côté des manifestants, oui. Parce que les manifestants, ils sont quand même pas très sympathiques. Oui, pas les manifestants, je veux dire les touristes. Pardon, les touristes. Comme question. Bon, alors évidemment, un film, c'est subjectif. Hein. Bon, c'est Godard qui disait. Un film objectif, ça serait 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour les Allemands. Donc donc effectivement, voilà, il y a cette subjectivité. Moi, je l'assume, mais aussi il y a déjà l'intérêt, ce qu'on veut faire. Et moi, là, je te rejoins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même de faire un film sur les Chiliens, sur les gens de la Patagonie, et de dresser un portrait de cette région-là et de ceux qui y vivent vraiment et quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs luttes. Donc, je voulais pas faire un film sur le problème des touristes. Ensuite, je me suis forcément intéressé dans ce laps de temps qu'a duré la grève. Je me partageais quand même mon temps entre le barrage à l'extérieur de la ville et l'intérieur de la ville où étaient bloqués les touristes et où ils végétaient un peu entre les hôtels et cette école qui est transformée par la Croix-Rouge en espèce d'espace d'accueil pour les loger aussi. Et cette parole m'a intéressé, mais alors je l'ai captée non pas par un face-à-face, mais par des interactions entre les touristes. Et donc j'ai filmé des touristes qui téléphonaient ou qui râlaient, qui réclamaient l'intervention de l'armée, des choses comme ça. Mais on a essayé, avec le monteur Jean Condé, on a justement essayé de ne pas forcer le trait, de ne pas enfoncer, de ne pas devenir manichéen, parce que ça aurait été trop facile justement de dire « Ah oui, tous les touristes, c'est tous des enfoirés, et puis les manifestants, ils sont tous géniaux, quoi. » Et donc, moi, j'ai quand même, d'une part, essayé de montrer que ça discutait du côté des manifestants et qu'ils n'étaient pas toujours d'accord et que même à la fin, lever le barrage, pas lever le barrage, ils n'étaient pas d'accord. Mais aussi que chez les touristes, j'ai pu capter et filmer peu de touristes intéressés par ce qui se passait, peu de touristes curieux. En fait, 3. Et ils sont tous montés, ils sont tous dans le film et on les a mis à une place justement où on essayait de les mettre en valeur. La scène de
La première scène en fait du blocage de la partie de la manifestation, elle s'ouvre avec une femme qui est dans un bus de touristes qui s'arrête devant les manifestants. Au milieu de le bus est bloqué et elle demande au chauffeur tout de suite ah, ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais bien aller les voir. Et c'est le chauffeur lui-même qui dit ah mais non, restez là, n'y allez pas, c'est dangereux, restez à votre place. Et évidemment, c'était très important pour moi de montrer que justement les barrières. Le film parle de barbelés, mais les barrières, elles sont pas seulement physiques, elles sont parfois entre les gens, et elles sont mises aussi devant les touristes, alors qu'il y a des touristes curieux. Après, il y a même dans la scène, en fait, avec le responsable brésilien qui fédère un peu la communauté des Brésiliens et qui fait le pied de guerre pour obtenir ce rendez-vous chez le gouverneur, et dans laquelle je m'insère l'air de rien, en fait. Eh bien, il y a donc ce chef en fait qui est un avocat de Brasilia et qui dit et qui cite César et qui dit mais moi il n'y a pas pire que ma situation, etc., etc. Alors qu'en fait l'armée est prête à intervenir et on dirait presque massacrer en fait les manifestants. Mais à côté de lui, il y a un autre Brésilien en fait qui quand même fait la morale au gouverneur. Le gouverneur qui dit « Oh, mais je ne comprends pas, ces gens-là, finalement, le gaz, de toute façon, il augmentera, l'électricité va de toute façon augmenter, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Et lui-même, le touriste, et là, on a bien fait attention à bien le monter avec, dit « Mais vous savez, je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. » Donc voilà, des touristes curieux, attentifs, j'en ai vu, peu. Et c'était important de les mettre en valeur. Après, j'ai l'impression que ce que j'aurais obtenu dans un face-à-face n'aurait pas été plus loin que ce que j'obtenais entre eux dans leur interaction, c'est-à-dire une espèce de révolte, mais je suis bloqué, il y en a marre, qu'est-ce qui nous ennuie, ces manifestants, etc. Et des choses d'ailleurs beaucoup plus violentes. Mais je n'aurais que ça. J'ai fait une tentative d'ailleurs, je pense, au montage, parce qu'on fait toujours quand un documentaire, on se dit, ah peut-être que je le regretterai plus tard, etc. Donc j'ai fait un ou deux touristes comme ça, et ça n'a rien donné du tout, quoi. Ça, voilà. Vous avez des questions? Vous voulez intervenir? Pas hésiter. Hein. Merci. Bonsoir. Justement, quand vous parlez là de ces prises comme ça, vous faites comment vis-à-vis du droit à l'image? Enfin, c'est justement ces interactions prises comme ça, ça se passe comment? Eh bien, je m'en fous. Non, c'est-à-dire que, et c'est peut-être moi personnellement, alors moi j'ai fait que 3 films comme documentariste, et je les ai faits à l'étranger. Et peut-être qu'une des raisons seulement, mais une des raisons pour lesquelles je le fais là-bas, c'est peut-être parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus facile à l'étranger pour le droit à l'image. Mais ceci dit, si je devais faire un film en France, je ne m'imagine pas me balader avec un dossier d'autorisation. Moi, je travaille comme opérateur à la caméra, donc j'ai l'habitude. Hein, je vois des réalisateurs avec lesquels je travaille qui font ça. Mais je ne m'imagine pas m'inscrire dans ce type de relation. C'est-à-dire arriver avec en plus une formule qui dit en gros, vous donnez votre image à vie, on en fera ce que vous voulez, non seulement sur ce support-là, mais sur tous les supports à venir, même ceux qu'on va inventer. Enfin, c'est un truc d'une violence terrible. Donc je me dis, moi, j'essaie de faire des films, d'être sincère avec les gens. Et voilà, et tant pis si je prends un risque, peut-être plus tard, mais voilà, si jamais la personne me jure, je serais bien embêté, hein, une semaine après ou 2 semaines après le tournage, ah mais non, finalement j'ai changé d'avis, je ne veux pas apparaître dans le film, ça m'ennuierait bien, ça m'est jamais arrivé, mais, et je la respecterais. Mais voilà, j'estime que en fait, les choses doivent se passer dans une relation normale, de confiance, et que mon rôle aussi en tant que réalisateur, c'est de ne pas trahir ce que les gens portent profondément en eux. Voilà, même si forcément ils seront peut-être parfois un peu déçus, ils n'auront peut-être pas toujours, ils préféreront toujours, c'est comme ça, quand on se filme, ah flûte, ah, je suis moche, ah flûte, j'ai dit une bêtise, là même, voilà, on me filme, j'ai sûrement dit des bêtises, mais voilà, en même temps, c'est un travail commun, je pense qu'il faut assumer ses erreurs, quoi, et voilà.
Oui, oui, enfin, c'est un petit peu en France, effectivement, c'est un peu obligé. Hein. Oui, Dès qu'il y a un producteur, là, moi, par exemple, avec mon producteur, il est hors de question pour lui qu'il n'y ait pas le droit à l'image signé avec ces formules atroces, effectivement, qui sont. Voilà, mais en fait, moi, je fais bien la différence avec les gens que je filme. Entre ce contrat moral de confiance qu'on a, effectivement, hein, cette relation filmeur-filmé qui est travaillée pendant les repérages, qui fait que la personne, on fait le film avec elle et pas sur elle, enfin voilà, c'est ce contrat-là moral, et puis ce papier qu'à un moment donné, je suis bien obligée de leur montrer, enfin, qu'ils sont bien obligés de signer, et en leur expliquant, voilà, ça c'est la loi, c'est la règle, c'est impossible, au CNC, même en France, ils vérifient que toutes les autorisations sont signées. Personne ne va distribuer un film si ça n'a pas été signé. Et ça devient absolument dingue. Hein. Actuellement, c'est un truc de... Et par exemple, moi, j'ai fait un film à Nuit debout, sur Nuit debout, qui s'appelle L'Assemblée, au moment où il y a une Nuit debout, donc en 2016. Et j'ai décidé comme ça, du jour au lendemain, de faire ce film. Et parce que je pensais que c'était important de laisser une trace et de ce qui était en train de se passer sur la place de la République. Et donc au début, quand j'ai pris la caméra, je suis allée voir mon producteur habituel, hein, avec qui j'ai fait tous mes films. Et il m'a dit, première chose qu'il m'a demandé, et vous faites comment pour l'autorisation à l'image ? J'ai dit, écoutez, là, il y a 1000 personnes sur la place, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, à moins d'avoir une équipe d'assistants, c'est vraiment pas... Et pour lui, l'affaire était close. Enfin, il produirait pas ce film, quoi, parce qu'il avait trop peur de ne pas avoir l'autorisation. Donc là, j'ai fait comme toi, j'ai tourné pendant 3 mois sans demander d'autorisation. C'était voilà. Par contre, à la fin, au moment donc finalement, c'est mon compagnon qui l'a produit, ce film, mais à la fin, à la fin du montage, etc., j'ai recherché tous les gens qui s'exprimaient. Ça n'a pas été simple. J'ai voulu retrouver tout le monde pour qu'ils signent quand même cette fameuse autorisation. D'abord pour qu'ils sachent qu'ils allaient être dans un film quand même, parce que là c'était pas comme toi, c'était pas comme dans mes autres films, c'était des gens qui me connaissaient pas vraiment pour la plupart, donc ça me semblait là vraiment important, puisqu'il n'y avait pas eu de contrat moral d'une certaine façon, qu'au moins ils sachent qu'ils étaient dans le film, donc ça c'était moralement important pour moi, et en plus pour la distribution après il fallait avoir ce papier, donc j'ai fait toute une recherche parfois compliqué, parce qu'il y avait des gens, en fait... je me souviens, je crois que c'est un Toulousain, je n'ai pas réussi à le retrouver, je l'ai retrouvé bien longtemps après, quand le film était sorti. Mais voilà, mais la plupart, je les ai retrouvés. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très compliqué de faire sans ça. Mais il faut bien distinguer le droit à l'image et ce contrat moral qu'on passe avec les gens et que tu passes, en fait, qui est la chose importante, quoi. Bien sûr, moi je passe, c'est des mois, voire des années en fait que je passe avec mes personnages. Donc on a quand même le temps de se connaître, de savoir, et puis je leur explique aussi ce que je fais. Et même si peut-être qu'ils ne le comprennent pas toujours, hein. Moi parfois je me suis demandé, est-ce que Lalo il comprend bien que, en plus dans ce film-là qui est assez particulier, mais je lui ai dit, tu n'es pas le seul personnage du film, il y aura, voilà, il y a aussi Gaspard, il y a un tel, je construis le film, je dis quand même, on a eu des discussions en fait comme ça sur le film. Donc évidemment, moi, ce qui m'importe et ce qui me touche, c'est que Lalo, voilà, j'ai eu un retour, il l'a vu, il l'a beaucoup aimé. Et ça, voilà, moi, ça me touche. C'est sûr que quand je lui envoie le film, là, je me dis, flûte, j'espère vraiment que ça va lui plaire. Et voilà, je voudrais pas que ça lui déplaise. Bonsoir. J'ai 2 questions, en fait. La première, c'est est-ce qu'on rêve de documentaire? Quand on rêve de cinéma, est-ce qu'on rencontre le documentaire? Est-ce qu'il nous tombe dessus? Ou est-ce qu'on en rêve? On veut faire du documentaire? Et la deuxième question, c'est comment s'écrit le montage? Combien de temps vous y passez? Puis comment cette phase du montage? Moi, le documentaire, il m'est un peu tombé dessus, en fait, parce que moi, je voulais faire du cinéma depuis que j'avais 13 ans, et je n'imaginais que la fiction. Je vivais en province, et je n'avais vu que des films de fiction. J'avais vu un seul documentaire qui s'appelait Les Anges déchus de la planète Saint-Michel. Je m'en souviens encore, hein, mais de certaines images. Mais enfin, bon, voilà, je ne connaissais pas du tout, et j'ai fait l'IDEC. Et à l'IDEC, le documentaire était très peu à l'époque. Hein, c'était très peu, on en faisait très peu, on en parlait très peu. Pas du tout comme maintenant. Et c'était quand même un genre mineur, vraiment, le documentaire, à ce moment-là, dans les années 80. Et quand je suis sortie... En fait, pendant l'école, j'ai été très déçue, justement, de la manière de faire la fiction. C'est-à-dire, j'avais toujours rêvé de faire du cinéma, rêvé de fiction.
puis je trouvais que c'était, ça me convenait pas du tout en fait. C'est ce côté très programmé. On écrit un scénario, et puis après on tourne, et puis après on monte. Enfin, et puis l'équipe, et puis tout ça, c'était lourd. C'était, je me disais ah bon, mais en fait c'est pas ça que je rêvais en fait. C'était pas de ça dont j'avais envie. Donc je suis sortie de l'IDEC un peu déprimée parce que c'était quand même un peu un parcours compliqué d'arriver jusque là. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur les ateliers Varan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des ateliers qui ont été créés par Jean Rouch de formation documentaire. Et puis là, on m'a demandé, il y avait un metteur en scène qui montait un spectacle en prison, et ils avaient envie que ce soit filmé, et ils m'ont demandé d'aller filmer. Moi, voilà. Alors ils m'ont mis une caméra entre les mains, une petite caméra vidéo, avec quelqu'un d'autre, une autre réalisatrice. On était deux, une perche, et puis on est allé filmer en prison ces répétitions. Et puis après ça, on s'est dit, on va aller montrer les images aux familles, et puis on va filmer les familles. Et puis, puis j'ai découvert le documentaire. J'ai quasiment une impression de l'inventer. C'était très, très prétentieux de ma part. Mais comme je n'en avais jamais vu, j'avais l'impression de... Voilà. Et j'ai adoré ça, quoi. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça que j'aime. C'est raconter des histoires avec les gens. C'est chercher des personnages, construire des scènes, travailler avec elles. Et ça, je trouvais ça d'une liberté, cette immense liberté qu'offrait le documentaire. Le tournage, on peut tourner quand on veut, un jour oui, un jour non, le temps qu'on veut, une écriture complètement libre. En plus, c'était l'époque d'Arte, donc c'est tout début d'Arte, donc on pouvait faire des films comme on voulait, sans voix off, d'une durée comme on voulait. Enfin, je me suis dit, voilà, c'est ça pour moi le cinéma, quoi. C'est cette liberté-là, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc tant mieux, il n'y a pas beaucoup de pression, et voilà, donc ça m'est tombé dessus, et après j'ai rêvé documentaire, quoi. C'est-à-dire qu'après mes films, c'est toujours des rêves, voilà. Et quand je sais trop, quand j'ai un sujet ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, si j'imagine le film trop bien, ça m'intéresse plus, quoi. C'est pour ça que la fiction n'est pas quelque chose qui est... Alors ça n'empêche que là j'ai un projet de fiction, mais qui vraiment ne peut se faire qu'en fiction. Mais peut-être que quand j'aurai fini d'écrire, j'aurai plus envie. Je crains ce moment-là, quoi. Voilà. Moi, c'est assez similaire. En fait, moi, j'ai fait des études de cinéma de Louis Lumière, et j'étais dans un cursus donc plutôt porté vers l'image. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, à ce moment-là, je faisais beaucoup de photos. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené un peu vers le cinéma, à faire des études de cinéma pour m'ouvrir un peu. Et en sortant d'école, j'ai commencé à travailler sur des gros films, en fait, comme assistant opérateur, deuxième assistant opérateur. Et ça m'a surpris évidemment de voir toute cette lourdeur, en fait, des équipes de 100 personnes. Et voilà, je voulais d'une part toucher la caméra assez vite, et puis vivre quelque chose d'un peu moins artificiel, selon moi, quoi. Et du coup, ça m'a mené assez vite vers le documentaire. Ça m'a permis de faire de l'image, de films de documentaire, et de tenir la caméra, donc d'avoir l'impression justement de participer d'une manière artistique un peu plus intéressante. Et puis j'ai fait un premier film presque aussi un peu par hasard, en fait. J'ai d'abord eu une envie de vivre quelque chose avec mon grand-père, en fait, qui était très vieux, qui avait rêvé de faire un grand voyage au Maroc. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire des photos, je vais faire une histoire en photographie, parce que la photo, c'est quand même encore plus léger, hein, que le documentaire. Puis c'est clic, clac, c'est un instant, c'est tout, il n'y a pas de montage. Et puis voilà, je n'avais jamais réalisé de film. Et un peu avant de partir, je me suis dit, quand même, il faudrait que j'en fasse quelque chose de plus, peut-être. Et je me suis acheté une petite caméra, et ça, voilà, et on est parti. Et ça a donné un film, en fait, qui a une très belle vie. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis. Ça m'a évidemment plu, et que j'ai voulu continuer. Voilà, mais je suis assez lent, je fais peu de films. Ah oui. Oui, alors la question, c'est comment ça se passe au montage. Oui, comment ça s'écrit le montage. Comme ça s'écrit le montage. Alors le montage, oui, en documentaire, est quand même une partie énorme, quoi. C'est là que beaucoup de choses, enfin, on peut complètement, évidemment, que le film peut se faire ou ne pas se faire, hein. Donc voilà, là, sur Zona Franca, c'était quand même un montage assez compliqué, parce que la thématique, et parce qu'en fait, la construction d'un film à plusieurs personnages, c'est une construction casse-gueule. D'ailleurs, si vous pouvez l'éviter, si je peux l'éviter dans les prochains films, ça m'arrangerait.
C'est vraiment ce qui est de plus... c'est vrai, c'est très, très fragile. Donc avec Jean, on se rendait compte que il faut doser en fait les personnages pour arriver à un rythme sans jamais oublier les autres, que chaque chose dite par l'un puisse résonner dans ce qui sera dit par l'autre. Et dès qu'on se rendait compte que dès qu'on enlevait ne fût-ce que 2-3 minutes d'un personnage, tout se cassait la figure et que du coup les séquences plus tard ne pouvaient pas marcher. Bon, c'est le même principe de toute façon avec un personnage, mais c'est encore plus complexe, je dirais. Donc voilà. Donc on a tricoté ça. Moi, je suis arrivé au montage avec des idées. Bon, l'idée, c'était de passer de l'un à l'autre. Je ne voulais pas faire 3 parties. Voilà, il y a des choses comme ça qui se sont détachées assez vite dans mon esprit, dans la construction du film. Avec qui je commence. Quand je parlais tout à l'heure des périodes un peu, donc ça me paraissait logique de commencer avec Gaspard, qui représente pour moi les tout premiers colonisateurs en fait du territoire. Et puis d'aller vers la friction en fait, vers ce qui donc se cristallise, et du coup aller petit à petit vers le troisième personnage, vers Lalo, le syndicaliste et la manifestation. Donc voilà. C'est long, hein, c'est là encore rien à voir avec des timings en fait qui sont donnés, qui pourraient être ceux de la télévision, où on vous demande de monter un film peut-être et même un documentaire en 4 semaines, ce qui me paraît complètement impossible. Nous on a le montage, il s'est étalé sur 16 semaines à peu près. Et avec des coupes, hein, c'est 16 semaines denses, mais en fait ça a pris plus de temps que ça a pris un peu plus d'un an. Voilà, bon, il y a aussi des aléas de production, on attend aussi pour de l'argent, enfin bon, on est obligé de travailler à côté pour gagner notre vie, enfin bon, il y a des trucs comme ça qui se font, mais voilà, ça laisse aussi tout le temps de la réflexion, de pouvoir tester des choses. Et moi, je dois dire, j'aimerais bien aussi peut-être pouvoir un peu mieux m'organiser, savoir un peu plus précisément où je vais. Mais en fait, j'ai parfois vraiment besoin d'essayer des choses au montage. Je suis assez curieux. Donc, j'aime bien jouer aussi un peu avec la machine. Et donc, avec Jean, eh ben, on travaillait. Bon, j'ai fait tout le montage, on était ensemble. Mais de temps en temps, en fait, on s'arrêtait pendant 1 semaine, 2 semaines, voire un peu plus. Et je trifouillais un peu le montage chez moi et je revenais avec des propositions. Tiens, j'ai essayé ça, ou alors je lui en parlais, puis je lui disais, bon, perds pas trop ton temps, toi, parce que quand même les semaines que j'avais avec lui étaient limitées, quoi, de salaire pour lui. Donc voilà, j'aimais bien aussi ces petits moments où je pouvais tester des trucs. Voyage en sol majeur, j'ai beaucoup, qui était donc mon premier film, là, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et heureusement, parce que là, le budget ne permettait pas du tout d'engager un monteur sur une grande période. Oui, c'est vrai que le montage, c'est le moment où le film s'écrit aussi, quoi, hein. Il s'écrit au repérage, il s'écrit au tournage et il s'écrit évidemment au montage. Et il faut essayer, c'est très long. Et il faut revenir quand même, pour pas se perdre, en fait, il faut souvent revenir quand même à la petite musique du départ, enfin au rêve du départ, la chose qu'on a notée parfois au tout début. Enfin, moi, j'aime bien revenir aux premières notes. Par exemple, pour Histoire d'un secret, je me souviens que j'avais dit à mon producteur, c'est un film qui doit être silencieux. Je vais aller voir les gens, ma famille, on va parler, mais je veux quand même que le film soit silencieux. Et bon, le tournage se passe. Évidemment, les gens me racontent beaucoup de choses, me disent des choses. Les gens de ma famille me racontent des choses très, très intéressantes, très émouvantes. Et en particulier, à un moment donné, il y a toute une scène où je retrouve les modèles, parce que ma mère était peintre. J'avais remis en scène, en fait, dans l'appartement où elle peignait. J'avais retrouvé l'appartement et j'avais fait revenir les modèles. Et là, les modèles, pendant 1 semaine, j'ai fait 20 heures de rush, quoi. Enfin, c'était énorme, quoi. Elles m'ont énormément parlé. Évidemment, c'était très émouvant, c'était très beau. Donc, au montage, avec la monteuse, on a monté ça et on a monté la parole et beaucoup de choses. Et puis là, on s'est perdu, on s'est un peu égaré, en fait. On n'a pas résisté, ni elle ni moi. Bon, faut dire que c'était un film un peu particulier, mais quand même.
Et un jour, on montre ça au producteur, et puis il me dit, mais vous aviez dit que vous vouliez un film silencieux, là, ça parle tout le temps. Et c'est vrai, on s'était pas rendu compte, quoi. C'est-à-dire, et voilà, et c'était et heureusement qu'il a repris cette chose qui était vraiment sur lequel j'avais insisté au début, parce que prise par, fascinée par quelque chose, voilà, j'avais oublié ça. Et je dis, mais oui, bien sûr, enfin oui. Et là, on est revenu et on a coupé tout ça, et là, le film a pris sa forme, quoi. Et c'est voilà, donc faut faire attention des fois. Enfin, faut faire attention. C'est important, voilà, au montage, parce qu'effectivement, on peut essayer plein de choses, surtout avec les machines, les avides, les machins, le numérique. On peut essayer plein de choses, et c'est vachement important d'essayer, mais il faut pas perdre cette petite chose de départ qui était là, enfin cette musique, enfin qu'on a quand même du film. Le film rêvé, on rêve pas quelque chose de précis. On sait pas ce que ça va être le film, mais on a une musique, quoi. Et celle-là, il faut pas perdre la note, quoi. C'est vrai que comme on aime bien nos personnages et que forcément il se passe des choses fortes, on a du mal à abandonner les choses. Et moi, je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, parfois, j'ai vraiment besoin d'essayer jusqu'au bout pour être sûr de ne pas le regretter, en gros. Et je sais que je vais perdre du temps. Alors parfois, il y a des choses qui marchent très bien. Je suis très content. Ah, ça y est, je les ai trouvées. J'ai mis du temps, mais voilà. Mais c'est peut-être des choses qui sont plus dues à des tentatives de rythme, de montage, que de séquences supplémentaires, etc. Et des séquences supplémentaires avec d'autres personnages qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses qui m'ont beaucoup touché. Parfois, j'ai besoin de les monter pour après pouvoir les abandonner. Et en fait, le montage, finalement, c'est en enlever, hein. C'est pas en rajouter, quoi. C'est arriver à une limpidité, à une simplicité. Et ça, c'est pas facile, parce qu'effectivement, on s'attache beaucoup, et du coup, il faut pouvoir dire, bah non, toutes ces séquences-là, ou éventuellement ce personnage-là, je laisse tomber. Et, voilà, mais c'est très important d'en arriver là, quoi. Oui. Je voulais savoir à quel moment vous décidez que tel ou tel sujet mérite un documentaire, de devenir un documentaire. C'est comment ça tient les idées, on peut en avoir plein, hein, tous les jours, hein. Ça ferait un beau même encore aujourd'hui, tiens, on déjeunait, on se disait tiens, ça ferait un beau documentaire. Voilà. Non, enfin, évidemment, quoi, il y a plein de choses qui donnent envie de. Mais après, il faut qu'elle tienne cette idée, c'est-à-dire qu'elle, dans la durée, il faut qu'elle résiste dans. Enfin, moi, en tout cas, il faut qu'elle. J'imagine que il faut que ça tienne dans la. Et puis il faut que ça résiste, quoi. C'est-à-dire que, vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si je sens très vite comment je pourrais le fabriquer. Comment je vois, voilà, oui, on s'installe, on fait ça, ouais, bon, d'accord, bon, ça m'intéresse plus, quoi. Enfin, il faut à la fois que ça titille pendant longtemps, parce qu'un documentaire, c'est quand même 3 ans de travail à peu près, hein, 2 ans en allant très vite, hein, et puis parfois même plus, hein. C'est parce que le temps de faire le repérage, le temps de l'écrire, le temps de convaincre les producteurs, le temps de trouver l'argent, le temps de tourner et de monter, enfin, etc. Donc ça peut prendre entre 2 et 3 ans. Donc il faut vraiment que ça vous tienne, il faut vraiment que vous ayez envie, quoi. Il faut que le désir il soit extrêmement fort, sinon ça vous lâchez, quoi, très vite, hein. Donc sinon c'est pas possible, quoi. Mais voilà, il faut en avoir très envie, et en même temps, moi je trouve qu'il faut que ce soit compliqué, que ce soit quelque chose que j'ai pas, une forme que j'ai pas encore abordée, une manière de faire qui va, par exemple, entre nos mains, c'était compliqué, parce que trouver une entreprise qui va se transformer en coopérative sans que jamais les gens n'en aient entendu parler, ça veut dire, c'était mettre en place tout un système de fabrication complexe, c'était voilà, mais ça me plaisait bien, justement, parce que le dernier, le prochain qui va sortir là, c'est sur un photographe, donc c'est avec des photos. J'ai jamais fait ça de ma vie, avec une voix off, que des choses que, et voilà, bon, ça me plaît, quoi. Donc c'est pas seulement l'idée, c'est comment le désir. Puis on découvre. Moi, je découvre au fur et à mesure des années, je découvre finalement pourquoi j'ai eu envie de faire certains films. Je comprends peut-être maintenant un petit peu qu'est-ce qui me meut, quoi, en fait, après coup.
Je pense, ce qui est important, en tout cas, c'est d'arriver, pour moi, à conserver le désir quand on a une idée. Et effectivement, se pose la question, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle va tenir? Et d'un autre côté, il ne faut presque pas trop se poser cette question-là, parce que si on se pose trop de questions, alors du coup, c'est un peu comme un moteur qui finit par caler, quoi. C'est que, oh là, oui, ça va être compliqué, puis non, puis j'y arriverai pas, etc. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est ce désir de documentaire, cette idée, cette petite idée qui est minuscule, parfois, il faut la réchauffer, quoi, comme un peu, faut la maintenir comme une flamme, quoi. Voilà. Après, moi, je ne sais pas très bien moi, ce qui me meut. Je me pose toujours cette question-là. J'aimerais parfois pouvoir saisir des choses plus simples, quoi. C'est ce que je me dis. En tout cas, après Zona Franca, je me suis dit, la prochaine fois, il faut vraiment, j'aimerais bien trouver une histoire comme ça, un personnage, justement, ça se passe, je le suis, etc. Et on trouve, et hop, je fais mon film en 10 jours. Parfois, dans les festivals, on se retrouve devant ça m'est arrivé parfois devant un très bon film, et puis le film il a été tourné en 4 jours. Et moi, je me dis, waouh! Après avoir bossé pendant 8 ans sur Zona Franca, entre les repérages, tout était poussif. On dit, waouh, j'aimerais bien, j'aurais envie de ça, quoi. Et d'un autre côté, bon, je vois que moi, j'ai un projet un peu lointain. Là. Voyage en sol majeur, c'était quand même, c'était quoi? Le tournage, tu vois, tout le processus. Le tournage. Alors, le tournage était quand même un peu long parce qu'après, j'y tournais avec ma grand-mère, etc. Donc, c'est quand même un film qui s'est étalé. Le voyage lui-même, qui fait le centre du film, ce voyage au Maroc, ça a duré 1 mois. Et ça, c'était super parce qu'effectivement, j'ai acheté cette petite caméra 2 semaines avant de partir et paf, il y a eu un vrai truc. Mais après, voilà, c'est un peu retombé comme un soufflet. Qu'est-ce que j'avais vraiment. J'étais pas très sûr de moi du tout, enfin, en tant que réalisateur. Comment je le monte? C'était aussi une époque, moi je savais pas du tout monter, j'étais même pas équipé chez moi, donc ça a été vraiment long, trouver quelqu'un. Et puis petit à petit, hop, j'ai commencé avec un copain à monter. Puis finalement, j'ai commencé à apprendre à monter moi-même. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, il faudrait que je rajoute d'autres scènes. Et du coup, le processus a quand même duré, mais bon, c'était quand même beaucoup plus court que Zona Franca. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à l'heure fatidique de la demi? Si. Ouais. Bonsoir. Ouais. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à accepter qu'on fasse un documentaire sur vous? Écoutez, mais un vrai, on vient de le faire sur moi. Ouais. Ah ben voilà, comme ça. Donc j'ai accepté. Il y avait quelqu'un qui vient de faire un film sur mon travail. Voilà. Donc et c'était marrant parce que, enfin c'était marrant. Non, c'est-à-dire que je vivais de l'intérieur effectivement ce que je trouvais, enfin. Ce que je trouvais important dans la relation que j'avais avec et des fois, je me disais dans mon fort intérieur, ça a changé, ça a évolué. C'est-à-dire qu'au début, en fait, la personne qui a fait le film, au début, enfin bref, je ne veux pas entrer en détail, mais au début, je trouvais qu'elle n'avait pas assez établi de relation avec moi et je me disais quand même, bon, ok, j'accepte, mais parce que le producteur, en plus, je le connaissais aussi, ça, mais franchement, je ne la connaissais pas, cette réalisatrice. Donc, je me disais au début, elle n'est pas... voilà, je vais être sympa, mais en fait, je trouve qu'elle fait pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Elle te disait ce que Gaspard me reprochait de dire, mets-toi là, fais ça, tu vas dire ça. Non, mais je trouvais qu'elle n'avait pas pris assez de temps, qu'elle prenait pas assez de temps. J'ai envie de dire, non, mais attends, si tu veux filmer cette scène, là, il faut que pendant 15 jours, tu viennes, là, parce que je vais pas D'ailleurs, il y a des choses que je ne lui ai pas laissé filmer parce que je trouvais qu'elle a... Enfin... Par exemple, comme c'était au moment du tournage du prochain film, elle me dit, est-ce que je peux venir filmer ton tournage? Je lui ai dit, non, c'est hors de question. Elle ne me connaissait pas assez, on n'avait pas passé de temps ensemble. J'aurais été extrêmement mal à l'aise, quoi. Donc, je voyais très bien ce que je faisais. Enfin, voilà, je voyais à quel point c'est important la relation pour accepter. Et au fur et à mesure, quand après, elle a passé plus de temps avec moi, après, ça a été beaucoup plus simple. Enfin, voilà, j'ai vérifié de l'intérieur ce que je pensais qu'il fallait faire. Et effectivement, c'est nécessaire, quoi. Voilà. Donc, on peut, enfin, ça change rien, quoi.
Et du coup, est-ce que tu n'avais pas tendance à lui offrir en fait ce qui pourrait constituer non, ou est-ce que tu n'es pas dans cette problématique-là? Est-ce que tu t'inquiétais pas pour elle? Ah, finalement, j'ai pas là ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a cette question-là qui se pose en fait de se dire est-ce que tu pourrais éventuellement jouer un peu la comédie pour que ça soit mieux pour elle ou... Ouais, en fait, au début, j'étais vraiment pas très bien. Parce qu'elle-même n'était pas vraiment dedans, mais au fur et à mesure qu'elle est rentrée vraiment dans le projet, c'est vrai que c'était assez amusant parce qu'en même temps, je savais très bien ce qu'elle était en train de filmer. J'avais tout à fait conscience du film qu'elle était en train de faire. Donc et en même temps, elle est dans le film, elle aussi. Donc c'était un jeu entre nous qui était assez chouette. À la fin, on s'est vraiment bien entendu dans le. Mais en plus, comme dans le film que j'ai fait là, comme dans Histoire d'un secret, je suis dans le film. Enfin, il y a... Mais c'est quand même elle qui... Moi, j'ai vu le montage, là, et c'est quand même, je dirais, sa musique à elle. C'est-à-dire, c'est son empreinte à elle, quoi. Je me suis quand même laissé faire, quoi. Je me suis laissé... voilà. Ah, il n'y avait pas, parce que justement, moi, je pensais... une tentation de manipulation, puisque en connaissant un petit peu les recettes et de se dire qu'est-ce que je vais finalement qu'est-ce que je vais donner de mon image, ou qu'est-ce que je vais chercher à donner qui est pas non, au contraire, une fois que j'ai senti qu'elle était vachement investie, au contraire, je me suis laissé faire et j'ai trouvé ça vachement agréable, quoi, de pas intervenir, voilà, vraiment, je me laissais guider par elle, quoi. Et peut-être, je profite d'une dernière question là, d'avoir le micro. Ah oui, alors je réponds mais brièvement. Alors non, moi ça m'est pas arrivé. Si on me le demandait, j'aurais du mal à refuser, je crois, parce que je me dirais pourquoi est-ce que moi je pourrais pas refuser, parce que je trouverais pas ça très sympa vu que je me retrouve trop souvent dans la situation inverse. Après, je serais sans doute comme mon grand-père en fait dans le film à dire mais je comprends pas ce que tu trouves d'intéressant à ce que je dis, quoi. Ça c'est vrai. Mais finalement, effectivement, c'est qu'à un moment, c'est le film qui nous dépasse, hein, et du coup c'est aussi, et c'est ça qui est voilà. Et moi, ma question, c'était, puisqu'on parlait d'écriture, on a les dispositifs, le montage, et moi, c'était une dernière chose, c'était la position avec la caméra, parce que Gorgui, toi, tu cadres. Donc c'est toi qui filmes. Mariana, par contre, non, tu es pas. Si, tous mes films, à part ceux où je suis à l'image, c'est-à-dire à part Histoire d'un secret, Histoire d'un regard, tous mes films, c'est moi qui cadre. Oui. Alors, je fais pas d'aussi belles images que toi, hein. Je dois dire que j'ai une immense admiration pour ton travail Non, mais c'est vrai, à l'image, tu fais des choses absolument magnifiques. Moi, j'ai pas une technique super développée et tout ça. Je fais vraiment à... quand tu parlais tout à l'heure de la justesse, pour moi c'est vraiment ça, et la relation elle passe par la caméra. Moi je serais incapable de travailler avec un chef opérateur, sauf justement si je suis à l'image, et je travaille toujours avec la même personne, Hélène Louva, où on a une très grande complicité, et puis je sais justement ce qu'elle filme, parce que comme j'ai été moi-même, je fais l'image sur mes films, voilà, donc mais moi ce serait impossible de filmer des gens sans être à l'image. Ça se raconte avec la distance avec eux, avec la caméra, le film se raconte avec l'image, quoi. C'est évidemment... Parce que Wiseman, lui, par exemple, il est au son. Il n'est pas à l'image, mais il est au son. Et ça change... le fait d'être à l'image, à la caméra, pour vous deux, c'est le plus important. Oui, moi c'est vraiment... moi, ça passe par l'image. Alors après... ça peut être... quand j'ai fait Non-lieu, mon premier film, j'étais parfois au son. Mais j'étais un peu frustrée. Enfin, j'avais envie de faire le cadre, quoi. Parce que ça se raconte quand même... Pour moi, ça se raconte à travers le cadre. Après, ce que je trouve vraiment compliqué, c'est les réalisateurs qui sont ni au son ni à l'image. C'est-à-dire qu'ils sont... au bord comme ça, j'ai l'impression que c'est comme un courant d'air, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est possible, quoi. J'ai l'impression quand même que la scène... ce qu'on est en train de filmer se construit parce qu'il y a quelqu'un au son, quelqu'un à l'image,
Et j'ai l'impression que ce réalisateur qui fait rien, ça doit être très étrange. Enfin, moi, je ne sais pas comment c'est possible. Après, moi, je préfère effectivement être à l'image qu'au son, parce que c'est le cadre est pour moi fondamental. Enfin, est-ce qu'on met le personnage, est-ce qu'on perd dans l'espace, est-ce qu'au contraire on le filme très près, un peu plus loin, les perspectives qu'on ouvre avec le cadre, enfin tout ça, ça me semble essentiel, quoi. Gorgui, oui, alors moi j'ai vraiment un goût pour l'image qui fait que oui, ça m'intéresse et que j'aurais sans doute du mal à lâcher en fait l'image sur un film. Après, ce que je me rends compte aussi, mais il faut jouer avec ça, c'est que c'est vrai que ça te prend, ça t'occupe aussi l'image, et même techniquement en fait ça t'occupe. Hein, et parfois je me dis, ce temps-là, je pourrais peut-être parfois mieux l'utiliser si j'étais en connexion, enfin direct, si j'étais un peu plus sur sa parole, à le regarder, voilà. Donc parfois, moi je me suis posé la question, mais est-ce que finalement, dans telle ou telle situation, est-ce que j'étais pas un petit peu trop dépassé, occupé par l'image, et j'ai pas pu, et du coup j'ai pas pu être aussi proche du personnage que ce que j'aurais voulu. Mais je pense que ça, je le compense en fait avec le temps que je passe à côté avec les personnes, et qui permet qu'éventuellement, même d'ailleurs si je suis pas content d'une séquence ou que je l'ai ratée parce que j'ai pas saisi, ben je peux la réorganiser, la refaire, etc. Donc voilà, c'est ça sans doute qui me sauve. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident, je trouve, d'être toujours hyper attentif à la fois au cadre, à la technique, parce qu'il y a toujours des trucs, des réglages, des machins, enfin même si on est très habitué quand même, et d'être complètement à 100% avec la personne. Et une idée reçue dit que finalement que la caméra est toujours, enfin la caméra est comme un appendice entre le filmeur et le film, et comme une barrière. Pour vous, pas du tout. En fait, c'est plutôt un cordon qui va lier. Ça fait pas barrière c'est-à-dire d'être caché, d'être, enfin voilà, derrière la caméra comme un obstacle. Finalement, absolument pas. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire, en fait, la caméra me sert de prétexte pour approcher des gens que je n'oserais pas approcher, peut-être si j'avais pas ce prétexte de vouloir faire un film. Oui, puis la caméra, surtout, c'est plus la caméra cinéma où on a l'œil comme ça, machin, tout. C'est très facile d'être en relation, voilà. Mais effectivement, c'est parce qu'on fait un film qu'on est en relation avec les gens qu'on filme. Enfin, je veux dire, la relation qu'on a, d'ailleurs. Une fois que le film est terminé, il y a quelque chose de la relation qui sera plus jamais pareil. C'est comme une relation amoureuse, quoi. Et donc, quand on n'a plus la caméra, il y a quelque chose qui est perdu, qui est parti. C'est plus moi les gens que après, quand je les revois, les femmes d'entre nos mains, on est très contentes de se revoir, etc. Mais c'est plus aussi beau que quand il y a la caméra entre nous, quoi. Enfin, donc c'est quelque chose qui, au contraire. Évidemment, c'est pas l'objet, c'est quelque chose. L'objet, il compte pas. Ce qui compte, c'est le film qu'on est en train de faire. Et cet objet, il représente ce film, cette chose qu'on est en train de faire ensemble, et qui va au-delà de mon simple désir, au-delà de ces femmes ou de ces gens qu'on filme. Il y a quelque chose qu'on est en train de fabriquer. Et ça, c'est ça qui fait cette troisième chose-là qui est fantastique et qui fait la qualité des films, quoi. Gorgui, tu veux rajouter quelque chose? Parce que sinon, c'est une conclusion parfaite. Non, peut-être juste sur cette posture, c'est vrai ce que tu dis, les caméras ont évolué, on n'est plus un œil caché, la moitié du visage caché derrière une caméra, on a un écran, et moi en plus il se fait que j'ai la chance parfois ça, c'est pas une chance, ça m'ennuie, mais comme je suis grand, je la tiens en fait souvent comme ça. Et du coup, effectivement, le rapport il est différent, quoi, parce que je suis dans le regard de la personne, et ça c'est très important. Bon, très bien. Il est 32, je propose qu'on arrête là peut-être pour avoir une petite pause pour remonter pour Entre nos mains. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci.